Bonjour à tous, avant de vous laisser profiter de cette émission, nous avons souhaité vous donner quelques précisions. Notre invité Patrick Pelloux ayant eu un impératif horaire, celle-ci s'est vue au dernier moment être réduite de moitié. Nous avons dû par exemple exclure un débat sur la liberté d'expression, le jeu, la fin de l'interview et ne pas trop s'attarder sur le premier débat. Est-ce qu'on en parle a donc dû être en grande partie improvisé, tout en essayant de garder la patte personnelle que nous voulions lui apporter. Nous trouvions cependant dommage de ne pas vous en faire profiter, l'occasion de remercier chaleureusement Patrick Pelloux pour sa disponibilité et sa gentillesse. Bonne émission à tous. Studek Web, 100% nouveau talent. Est-ce qu'on en parle ? Charles Perrin, François Pérez, Joe Emun. Dis-moi, est-ce qu'on en parle ? Bonjour à tous, c'est Charles sur Studek Web. Bienvenue dans la deuxième édition d'Est-ce qu'on en parle en direct et en public. Quel plaisir de vous retrouver, merci d'être avec nous. On va apprendre des choses aujourd'hui puisque l'on va s'intéresser au monde de la presse, à commencer par son histoire, son influence, la liberté d'expression. Tant de thèmes que nous allons aborder avec notre invité du jour. Il s'agit certainement d'un des médecins les plus célèbres de France. Il attire tout d'abord l'attention en 2003 sur les conséquences de la canicule. Très impliqué dans les médias, il n'est pas rare de le voir défendre la cause des hôpitaux, débattre sur des sujets politiques ou bien avec un ministre de la Santé, ça arrive. Il est également chroniqueur pour Charlie Hebdo depuis plusieurs années. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci, et évidemment je ne suis pas seul, je suis entouré des meilleurs journalistes du studio École de France, à commencer par François Pérez. Bonjour François. Bonjour Charles, bonjour à tous. Joe Emun est avec nous également, bonjour Joe. Bonjour à tous. D'autres invités nous rejoindront en cours d'émission, Guillaume Ouattara, blogueur pour le journal Le Monde, ainsi que Ganesh 2, imitateur et vidéaste. Mais avant de débattre entre nous, intéressons-nous à notre invité, son parcours et sa vision du monde de la presse. Est-ce qu'on en parle ? L'interview. Patrick Pelloux, vous êtes l'auteur du livre « On ne vit qu'une fois », publié au Cherche Midi et réédité le mois dernier chez J'ai lu, un livre qui regroupe une grande partie de vos chroniques de Charlie Hebdo, et on apprend dans celui-ci qu'une des choses qu'on vous demande le plus et qui vous agace, c'est comment vous faites pour trouver le temps d'être médecin. Vous leur répondez quoi à ces gens-là ? Ça, c'était l'introduction que Charles avait écrite. Tout à fait. Oui, c'est. Je leur réponds qu'ils ont qu'à me suivre. Voilà, c'est une question d'organisation et de gain de temps. Par exemple, une des choses que je fais de moins en moins, c'est regarder la télévision, mais bon, comme beaucoup. Hein. Donc, vous êtes aussi à la tête de l'AMUF, donc l'Association des médecins urgentistes de France. Vous parlez notamment dans votre livre des manques de moyens des centres hospitaliers. Du coup, j'aimerais savoir votre avis. Que pensez-vous du projet de loi de Marisol Touraine ? Le projet de loi de Marisol Touraine, il y a du bon, notamment sur l'avancée sur le tiers payant généralisé, qui va faire une chose politique importante, c'est-à-dire que les gens ne vont plus payer. Ça ne veut pas dire que les soins sont gratuits. Je pense que, par exemple, il faut généraliser une mesure qui n'est pas dans la loi, c'est que les gens reçoivent ce qu'ils coûtent chaque année à la sécurité sociale et à la collectivité. Je pense notamment à ceux qui sont passés en réanimation. Ils ne se rendent pas compte que c'est du 10 000 à 15 000 euros par jour, le coût d'une réanimation compliquée. Donc je pense que ça, le tiers payant généralisé est une bonne chose. Il y a d'autres mesures, notamment sur la prévention, qui sont pas mal. Là où il y a le bas blesse, c'est qu'ils auraient dû revenir plus avant sur la tarification à l'activité et abroger la loi Bachelot, qui était une très mauvaise loi pour les hôpitaux. Vous nous racontez également dans votre livre que tout le matériel médical, donc des médicaments jusqu'à l'informatique, provient en grande partie de l'étranger. Est-ce qu'un jour, nous verrons enfin un hôpital 100% made in France ? Donc, vous avez lu le livre. Eh oui. C'est déjà important pour un journaliste, c'est bien. Oui, c'est un truc qu'on a constaté simplement, mais j'avais constaté ça simplement en regardant le made in qu'il y avait sur toutes les boîtes de compresses aux produits, etc. Je ne crois pas que ça aille jusqu'à cet excès que vous évoquez. Mais on doit reconquérir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser aller en disant les choses sont pliées, on continuera à acheter
tous les gants stériles, comme on a fait une fois, ils avaient été achetés dans un pays asiatique dont je me souviens plus le nom, et dès qu'on mettait le gant, on avait des trous dedans. C'est embêtant. Bon, il faut surveiller ça, et je pense que justement l'Europe, peut-être plus que la France, mais plus de voir l'industrie et la réindustrialisation dans le monde de la santé, c'est quelque chose qui peut être fait au niveau européen. Il ne faut pas battre en retraite comme ça. Très bien. Alors, en tant que médecin, vous avez été témoin de nombreux incidents, notamment un qui vous a beaucoup marqué, vous le racontez, celui d'un bébé qui a été renversé par un poids lourd, une poussette. Comment faites-vous psychologiquement avec vos collègues pour digérer ce genre d'événement ? J'ai combien d'heures là pour répondre à ça ? Oh, bah, autant que vous voulez. On pratique en fait ce qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire, c'est ce que vous pratiquez vous, là, en faisant votre métier. Donc en fait, tout le monde le pratique. C'est-à-dire que là, vous êtes concentré sur vos papiers et votre interview. Vous n'allez pas parler de votre problème, si vous en avez, de couple, ou avec votre chat, ou je ne sais quoi, ou votre problème de machine à laver. Voilà. Vous dissociez. Nous, c'est ce qu'on pratique, mais avec une force beaucoup plus importante, parce qu'en effet, il s'agit de la vie et de la mort. Donc, en fait, on arrive à couper notre cerveau en deux et à se concentrer juste sur le cas physique, physiologique, physiopathologique et de traitement. En nous déconnectant, non seulement, comme vous, de la réalité du truc, mais des conséquences et de ce que ça représente. Là, le cas que vous évoquez avait été très lourd, hein. Ça s'était passé à la porte d'Orléans, ça avait bloqué tout le périphérique, tout. Donc vous aviez une composante majeure, vous aviez tout le quartier qui essayait d'espérer qu'on récupère la tête de l'enfant écrasé sous le camion, les camions à béton, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais donc c'est quelque chose. Donc après, on fait des débriefings. Donc en fait, on se réunit et on discute, et on a une équipe qui s'occupe notamment de la cellule médico-psychologique au SAMU, avec qui on peut parler. Mais c'est quelque chose qu'on découvre. Parce que les médecins, jusqu'à présent, dans le monde médical, il y avait une espèce comme ça, les toubibs avaient une espèce de vanité à croire qu'ils étaient au-dessus de la souffrance psychologique. Le bilan est assez déplorable, parce qu'il faut savoir que les médecins, c'est l'espérance la plus faible des cadres. Vous le dites dans votre livre, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut extrêmement travailler. Si on prend un exemple, au Québec, ils ont listé un certain nombre d'incidents sur lesquels, lorsque les médecins interviennent, ils doivent obligatoirement passer devant la médecine du travail et une psychologue. Alors on croit que c'est lourd. En fait, c'est assez simple, hein. Il y a les morts subites, les morts catastrophiques, les machins, les défenestrations, décapitations, etc. Tout ça. Et ils sont obligés de passer. Et là, vous avez un médecin complètement indépendant qui dit au toubib, bah toi, tu vas arrêter pendant 15 jours. Tu vois. Donc, déjà, c'est pas crédible avec cet accent. Mais ça marche. Et ils ont une meilleure prévention des risques psychologiques qui sont des incidents sur le travail. Très bien. Et parmi ces multiples expériences en tant que médecin et urgentiste, là où lesquelles vous ont le plus marqué en fait? C'est pas le sang, c'est pas les trucs horribles, ça. Pas forcément une situation cocasse, par exemple. Ouais. Non, ce qui me marque le plus, c'est la souffrance psychologique. Et quand il y a finalement... Vous comprenez, la souffrance physique, la fracture, c'est horrible, le truc comme ça. On a une solution, je dirais, mécanique, vous voyez, d'intervention, l'intubation. Oui, c'est spectaculaire, mais on y arrive. L'accouchement difficile, bon, bah oui, on fait un accouchement difficile, c'est difficile, bon, bah voilà, mais on y arrive toujours. Bon. Mais la souffrance psychique, c'est un truc sur lequel on n'a pas d'appui. On est obligé d'attendre le temps, on est obligé de trouver des clés qui sont des clés extrêmement complexes. Et quand nous, on intervient, je pense notamment sur les patientes qui souffrent d'anorexie et qui se pèsent plus que 30 kilos, c'est très douloureux. Ou la solitude des personnes âgées. Et vous vous dites, bon, il n'y a pas grand-chose, mais la personne est seule. Et vous êtes sur cette espèce de mur des histoires des vies que vous ne pouvez pas changer. La médecine ne peut pas tout. On peut accompagner, on peut soulager un peu. On a entendu récemment Luz s'exprimer sur Charlie Hebdo comme quoi elle quittait le journal en septembre. Est-ce que ça ne signifie pas la fin du journal ? Non, parce que Luz quitte pas le journal dans un esprit de revanche ou de contestation, etc. C'est un choix artistique. Donc ça n'a rien à voir, et c'est un choix qui est incontestable, et c'est mon pote, c'est mon grand ami, et voilà, il a décidé de choisir, puis sa vie, il a choisi un autre chemin pour sa vie, pour sa création,
hein. Moi, je vous le dis, je pense que Luz est quand même assez proche de devenir le Andy Warhol en France. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il se concentre. Et un artiste, à l'heure actuelle, travailler à Charlie Hebdo, c'est très difficile. C'est très difficile pour plein de raisons. Et donc, il s'est mis à l'abri de manière à faire vivre sa création, mais c'est pas une fuite et c'est pas un refus de continuer le journal. C'est un choix artistique. C'est une manière de faire de continuer son artistique, en fait. C'est ça, c'est un choix artistique. Il doit continuer quelque chose de nouveau. Et quelque part, je comprends tout à fait, il en avait assez, en fait, parce que le dessinateur de presse, il a son rôle s'il s'intéresse à l'actualité. S'il ne s'intéresse plus à l'actualité, si ça le fait chier, il ne peut pas le faire. C'est ça qui est compliqué pour eux. Vous avez lu sa BD Catharsis, vous en pensez quoi? C'est fabuleux. D'abord parce que j'ai pleuré pratiquement à toutes les pages, parce que c'est ça, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on vit encore. C'est quelque chose de très fort. Deuxièmement, Luz ne mesure pas combien il aide la cellule médico-psychologique et les psychiatres et les psychologues pour qu'on fasse des progrès pour la reconstruction des gens qui vivent des psychotraumatismes. Il a arrivé à mettre avec ses dessins des formes et un dialogue sur ce que ça veut dire. Et ça, c'est bien. Patrick Pelou, il paraît que vous êtes un grand fan de Bruce Springsteen. Qui vous a dit ça? Ah, on a nos Claude sources. François. On a nos sources. Eh bien, rien que pour vous, Bruce Springsteen est sur Studek Web. Dans quelques instants, nous parlerons de la presse de son état actuel. Guillaume Ouattara, blogueur au Monde, nous rejoindra pour le débat. Mais tout de suite, je vous l'annonçais, c'est Bruce Springsteen, Born in the USA sur Studek Web. Est-ce qu'on en parle? Le débat. Patrick Pelou, notre invité, est toujours avec nous. Plongeons-nous dans le passé de la presse en traversant les grandes périodes historiques qui l'ont impacté. De sa création à son évolution, voici sa rétrospective non exhaustive par Joey Moon. Nous sommes en 1631 et c'est sous la forme d'une suite chronologique de dépêches venues d'Europe qu'apparaissent les premiers périodiques d'information français avec la gazette de Théophraste Renaudot. Cette période est très encadrée par le pouvoir royal, mais c'est avec le siècle des Lumières que la presse connaît son premier essor, marqué par le premier quotidien d'information, le Journal de Paris, en 1777. Grâce à la Révolution française en 1789, la libre communication des pensées et la liberté d'imprimer ses opinions sont consacrées. Mais se suit une période de censure, mais d'inventions qui vont permettre l'émergence d'une presse plus libre, notamment grâce au télégraphe, à la publicité et aux rotatives qui sont des imprimantes géantes. Au cours du 19e siècle, la presse devient un média de masse, de nombreux journaux sont vendus sur les boulevards et notamment à la Criée, et c'est le petit journal, et pour vous donner une idée, vendre à la Criée, c'est ça. Libé, les Échos, la Tribune, l'équipe aujourd'hui demande le journal. Demande le journal. Le deuxième essor vient avec la liberté de la presse votée le 26 juillet 1881. Ainsi, elle devient ce quatrième pouvoir, redouté des politiques. Mais très vite, les guerres mondiales arrivent, les journaux sont touchés par la censure, les pénuries de papier, la propagande pro-allemande. Néanmoins, un réseau de presse résistant voit le jour et connaît le succès à l'image du journal Combat et de la radiodiffusion de la nation française. Écoutez. Ici, radiodiffusion de la nation française. Mardi 22 août. 10 journaux sortent des imprimeries. Malgré les fusillades, malgré les Allemands, les Parisiens s'arrachent ces feuilles qui leur apportent des informations enfin libres. À la Libération, c'est l'expansion des titres associés au conflit de l'époque, l'Express, le Nouvel Observateur ainsi que la presse d'information. Et ça, c'est dû au contexte mai 68, la guerre froide. Malgré cette prospération, la presse connaît la crise, l'avancée technologique ne l'aide pas non plus. Le papier tend à disparaître au profit du web et des journaux gratuits. C'est tout l'enjeu du XXIe siècle. Les grands journaux doivent se réinventer en 2.0. Tout en trouvant de nouveaux investisseurs. Merci Joey pour cette rétrospective. Eh bien, désormais, nous allons parler de l'état actuel de la presse. Et pour cela, j'accueille Guillaume Ouattara, blogueur pour Le Monde. Bonjour Guillaume. Bonjour Charles. Guillaume, tu as 19 ans, tu es étudiant en première année d'école d'ingénieur. Et ton blog, L'Ingénu Ingénieur, traite de ta vie estudiantine et sur l'univers post-bac. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, tu viens nous voir pour partager le point de vue des jeunes sur la presse. Oui, tout à fait. Alors, comment les jeunes perçoivent-ils la presse écrite aujourd'hui en France? C'est à cette vaste question et compliquée que je vais tenter de répondre maintenant. Alors, quelques chiffres tout d'abord pour commencer. Ils proviennent d'une étude réalisée en 2008 par le ministère de la Culture et de la Communication et qui s'appuie sur une précédente étude réalisée en 1973. Eh bien, cette étude, elle montre que si, en 1973, 36% des jeunes de 18 à 25 ans déclaraient lire un journal papier tous les jours, il n'était plus, en 2008, que 10% des jeunes de 18 à 25 ans à lire un quotidien papier chaque jour.
On le voit bien, c'est une véritable désaffection des jeunes vis-à-vis des journaux papier. Et ça se comprend aisément. Lire un journal, ça demande du temps qu'on n'a pas toujours. Les articles sont parfois denses, compliqués. Et puis surtout, l'information papier, ça coûte de l'argent. 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros. Ça fait pas la tête à Toto, mais à la fin du mois, ça se sent dans le budget. Mais pour autant, et assez paradoxalement, les jeunes sont des gros consommateurs d'informations du moment qu'elle est gratuite. Des chiffres, encore des chiffres, toujours des chiffres. 1/3 des jeunes possèdent une application d'information en continu sur leur téléphone portable. Et ce phénomène, d'ailleurs, moi, je le vois concrètement. Je suis étudiant en école d'ingénieur et dans les amphis, quand le cours commence à être long, qu'on s'ennuie quelque peu, on est nombreux à avoir le réflexe de sortir discrètement son téléphone portable, de checker son compte Facebook et d'aller surtout sur l'appli du Mobile, du Monde ou du Figaro, par exemple. En bref, l'info papier intéresse de moins en moins les jeunes, là où le numérique est de plus en plus prisé. Question de temporalité aussi sans doute. Internet répond à notre besoin de rapidité, alors que les journaux papier proposent une information moins fraîche, un peu plus froide. Ce phénomène, les journaux l'ont bien compris et ils tentent de faire revenir des lecteurs plus jeunes dans leur rang, à l'image du Monde par exemple, qui, il y a un mois, a lancé sa matinale, une appli mobile, sorte de Tinder de l'information où les utilisateurs composent leur propre menu informationnel en disant quels articles ils veulent lire, s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Et le journal papier Libération a lui lancé une nouvelle version il y a quelques semaines, une maquette plus colorée, une police plus jeune et dynamique et des articles plus courts. L'objectif de Libé est de devenir un site d'actu disposant d'une version papier et donc on s'en doute bien de recaptiver un lectorat plus jeune. Patrick Pelloux, quel est votre avis sur ce que vient de nous dire Guillaume ? Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Ils annonçaient la fin de la presse papier pour 2023. On s'aperçoit, pour être allé aux États-Unis récemment, que aux États-Unis, la presse papier repart. La presse gratuite se casse la figure parce que les supports publicitaires ne suivent pas. Donc, il y a, je ne sais plus lequel qui vient de fermer. Là. La presse ne travaille pas assez. Ça, c'est certain. C'est pas en faisant, comme le fait Libération là, des articles de plus en plus courts pour faire une espèce de génération Twitter que ça peut faire des articles d'analyse. Je pense qu'ils doivent vendre beaucoup mieux le travail qu'ils font. Alors pour quelle raison ? Parce que la presse, c'est la démocratie. Hein. Si vous n'avez plus de presse, vous avez une dictature. De toute façon, la première chose que les dictatures font, et notamment le nazisme qui est en train de progresser avec Daesh et Al-Qaïda, il n'y a pas de journaux. Hein. Ça n'existe pas. Vous prenez la Corée du Nord, il n'y a pas de journaux. Donc, c'est vraiment un thermomètre. Si nous n'avons plus, et c'est là où arrivent véritablement les lettres d'or du journalisme, des articles qui sont vérifiés, avec une information qui est bien écrite, qui est bien expliquée, corroborée par des preuves, par des vérifications. C'est ça le journalisme. Vous ne pouvez pas vous improviser journaliste parce que vous faites un blog, parce que vous faites une page Facebook, parce que vous envoyez des messages Twitter. Donc je crois que c'est un métier qui est en train de mûrir, qui est extrêmement compliqué, parce que toute la technologie qu'il y a là, plus la naissance de la nouvelle conception de l'Internet qui va arriver dans les années qui viennent, ça va tout bouleverser. Mais vous verrez, mais là c'est un challenge pour la presse. Il faut qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit disponible. C'est pour ça que moi, l'une des principales critiques que je fais, c'est que la diffusion de la presse est mal faite. Quand vous voyez ce qu'est payé un kiosquier, moins de 1 200 € par mois, les charges de travail que c'est, et les kiosquiers ont quasiment tous disparu. Vous avez même des quartiers dans Paris où vous n'avez plus du tout de kiosquiers. La vente à la criée que vous évoquiez dans votre chronique, ça a totalement disparu. Bon, ouais, c'est très rare maintenant. Ouais. C'est très très rare. Hein. Bon, donc, c'est pas possible parce que l'information fait partie de la démocratie. Donc, c'est là où il y a une loi récente qui vient de passer par le gouvernement, mais je crois que c'est vraiment très urgent. Vous ajoutez à ça que les multinationales ou les regroupements de grands consortiums médiatiques peuvent vous neutraliser l'information et la liberté d'expression dans le pays. Donc c'est vraiment un enjeu politique et majeur pour le début du XXIe siècle. Mais l'avenir de la presse écrite, elle n'est pas compromise, sachant que de plus en plus de journaux se dirigent en partie, voire même exclusivement sur le web. Donc on pense à Rue 89, Le Parisien, L'Équipe, Melty. Mais c'est autre chose. Mais regardez, par exemple, vous lisez un papier, là. Il y a des tas de gens qui ont écrit « L'arrivée de l'informatique va faire que les gens n'utiliseront plus de papier ». Et quand vous regardez la consommation de papier dans les entreprises, elle a été multipliée parfois par 10, notamment dans les hôpitaux, alors qu'on a dit l'informatique, on n'aura plus de dépenses papier. On s'est gouré.
Et vous prenez une chose, c'est que votre feuille de papier, elle n'a pas besoin d'énergie. Vous la prenez, vous la balancez, etc. Le journal, c'est pareil. C'est exactement comme le livre. Tous les éditeurs ont dit, oulala, le livre va disparaître, ça va être des liseuses. C'est faux, parce que la liseuse, elle coûte cher. Puis la liseuse, il faut la recharger. Il faut de l'énergie. Puis la liseuse, quand vous la faites tomber dans l'eau, vous avez beau la faire sécher, elle ne marchera plus. Tout ça, ça entraîne une consommation sur le support qui est coûteuse. Et c'est là où il y a un enjeu pour la presse de maintenir son offre. Mais vous ne pouvez, par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret, vous êtes dimanche matin, vous allez prendre le café, vous avez envie de lire un journal, quel qu'il soit, vous n'avez pas la possibilité de l'acheter. Et ça, c'est un manque de disponibilité de l'information. Donc je crois que là, il y a vraiment une chose importante. Maintenant, qu'il y ait des sites qui naissent, rue 89, etc., mais même Mediapart, qui est quand même l'une des références un peu dans la naissance d'un journal numérique, ils ont songé et ils essayent de faire une formule papier. Donc, je crois qu'il y a une interconnexion entre tous. Et quand vous regardez ce qui se passe, notamment avec le Washington Post ou le New York Herald Tribune, tout ça, ils ont cru disparaître et ils ont recommencé avec des formules complémentaires. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que acheter un journal papier, c'est plus tellement un réflexe qu'on a chez les jeunes, en tout cas. Je crois qu'il y a Jeffrey Cole qui travaille à l'université de Californie du Sud et qui disait quand un lecteur de journal papier meurt, il n'est pas remplacé par un nouveau lecteur. Pour combien de temps en avons-nous encore ? Peut-être 20 ou 25 ans. Donc d'ici 20 ou 25 ans, il va falloir trouver quelque chose pour que les jeunes s'intéressent de nouveau à ce papier, parce qu'aujourd'hui, il y a un culte de la gratuité. Avec Internet, on a l'information très rapidement, les alertes, les notifications. À côté de ça, on a les journaux papier qui traitent d'infos un peu anciennes. Mais parce qu'on a cassé quelque part le support. On a fait croire que c'était plus important d'acheter un journal et de s'informer. Je jette pas la pierre sur l'éducation. À chaque fois, tout le monde lance la pierre sur l'éducation en disant quand vous regardez ce que connaît à l'heure actuelle un jeune, à vrai dire, je reviendrai là-dessus, mais je ne sais pas ce que c'est un jeune. Je connais des gens de 80 ans qui sont très jeunes encore. Donc, je connais des jeunes soi-disant jeunes de 20 ans qui ont 90 ans. Enfin bon. Donc, on a cassé un moule en leur faisant croire, mais surtout en ne leur donnant pas l'envie de lire un journal et d'aller chercher l'information. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le support Internet est un tel égout à rumeurs. Parce que c'est un peu les égouts d'information. Et c'est là où il y a le citoyen. Alors, est-ce que c'est l'éducation citoyenne ? Comme ça avait été écrit dans certains mondes alternatifs, peut-être. Mais je pense que justement, on se trompe et que le journal est important. Et que c'est un support important. Merci messieurs, donc c'est la fin de ce débat. Dans quelques instants, Ganesh 2, imitateur et vidéaste, nous rejoindra. Patrick Pelou et Guillaume restent avec nous, le temps de faire une petite pause musicale sur Studek Web. Est-ce qu'on en parle ? La chronique de Ganesh 2. Bonjour Ganesh. Alors, mes chers amis, le temps passe vite, très vite, trop vite, vous vous rendez compte, après-demain, j'ai déjà 29 ans et je connais pas mon numéro de sécu. Par contre, mon code Wi-Fi, t'inquiète pas, je le connais en braille, en hébraïque et tout ça, je le connais. Bref, le temps passe vite, comme je l'ai dit, et je n'aurai peut-être pas le temps d'avoir les réponses des célébrités à qui je vais poser la question, mais les stars sont-elles Charlie ? Alors, honneur aux dames, j'ai même envie de dire honneur aux Diams. Alors Diams, une réaction ? Attends, on vous entend pas. On vous entend pas, Diams. Enlevez le. Non, mais je suis pas une bombe latine. Sécurité, elle a une bombe. Une bombe latine. Hein, faites attention. Heureusement que je l'ai eu à l'œil. Hein, ça nous aurait empêché une belle boulette. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes Charlie, vous ? Vous savez qui je suis. J'aime la bande dessinée. J'aime les dessinateurs, notamment Plan Cul. Et votre bande dessinée. Plan Cul, oui. Célèbre dessinateur. Et votre bande dessinée préférée, c'est quoi ? Le Tour de Gaulle d'Astérix. Merci Dominique. Vous n'oubliez pas quelque chose ? Pardon. François Rollin, vous vouliez réagir ? Effectivement, Josiane Morin de Savoie m'a récemment demandé, dans une lettre, cher professeur Rollin, je suis dans le tumulte, je suis dans le désarroi le plus complet, je suis tourmenté, cela me turlupine, pouvons-nous tous être Charlie ? Je vous demande parce que mon voisin, depuis les attentats, est devenu Charlie, pareil pour ma tante, mon oncle, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, pourtant, wow, ce n'est pas le bonheur, contrairement à la chanson de Francis Cabrel, donc que faire, hein ? Effectivement, Josiane, cela peut porter à confusion. On imagine bien la discussion au PMU du coin. Dis donc, Charlie, t'aurais pas le numéro de Charlie, tu sais, le frère de Charlie, celui qui bosse à la boucherie Charlie.
Je vois pas, tu parles bien du frère de Charlie qui s'est marié avec l'oncle de Charlie. Oui, c'est lui. Non, je vois pas. On est d'accord, on s'y perd. Hein. On imagine aussi le pauvre petit facteur se tromper de destinataire, se faisant virer par Charlie, son chef de pôle, puis sombrer dans la drogue, hein, après qu'il aura acheté auprès d'un dénommé Charlie, bien connu des services de police de la ville de Charlie-sur-Marne. Bref, c'est la merde. Alors, chère Josiane de Savoie, je propose qu'une semaine sur 2, l'on change les noms des gens, hein, du côté père et impair des rues, ce qui expliquerait le côté hebdomadaire de Charlie Hebdo. Merci, professeur Rollin. Renaud, est-ce que vous êtes Charlie ? Je suis bourré. Vous avez une grosse actualité en ce moment entre la bande à Renaud, ce concert en hommage à votre œuvre. Vous ne chômez pas, ça fait quoi de savoir que la nouvelle génération vous apprécie autant ? Je sais pas, j'étais bourré quand j'ai signé le contrat. Et à propos de Charlie Hebdo, vous vous sentez comment en France ? Disons que depuis tout ça, depuis les attentats, bref, je marche à l'ombre. Merci Renaud, hein, je voulais juste plater cette vanne à la base. On reste dans le rouge. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous êtes Charlie ? Mais bien sûr, monsieur. Mais avant d'être Charlie, moi, je suis Chavez. Que sería la grande fuerza del général venezueliano. Vous lisez Charlie Hebdo, en fait ? Mais oui, monsieur, mais moi, je lisais le journal pendant que vous lisiez le Club Dorothée avec vos mangas insipides. Hein, voilà. On me la fait pas, moi, monsieur. Hein, vous êtes pas un vrai jeune, de toute façon. Espèce d'ostrogo, social traître. Le peuple aura votre peau, monsieur Chabon. Oh, on se calme, Jean-Luc. Christiane Taubira, est-ce que vous êtes Charlie ? Alors moi, je tiens à préciser que je ne cautionne pas du tout les dessins caricaturaux du prophète, mais on peut dire que je suis dans cette mouvance. Allez, Christiane, dites-le. Je vais le dire. Je suis Charles... Christiane, un petit effort. Je suis Charles... J'arrive pas à le dire. J'arrive pas à te chipper. Merci, Christiane. Alors, Jean-Marie Le Pen, vous faites beaucoup parler de vous en ce moment. Vous avez déclaré ne pas être Charlie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous savez, n'est-ce pas, l'eau a coulé sous les ponts depuis mes déclarations de l'époque, vous remarquable, je suppose, les quelques dissensions au sein du Front National avec ma fille Marine. Alors, je m'en vais retourner ma veste, n'est-ce pas, et le clamer au effort sur les internets, rien que pour la faire chier. Donc oui, n'est-ce pas, je suis Charlie. Je m'en vais d'ailleurs caricaturer Mahomet. Où est mon stabilo ? Sécurité, s'il vous plaît. Jeanne, au secours. Voilà. Ils sont devenus complètement fous au FN. Elie Semoun, est-ce que vous êtes Charlie ? Oui, je suis Charlie, tous les jours, le matin, le dimanche, le midi, je suis Charlie. Hein. Comme le chanteur Comme le chanteur. Vous savez, Charlie Couture, comme un avion sans aile, j'ai marché dans... Oui, je voulais passer cette imitation. Dis donc, mon petit bonhomme, c'est de l'apologie du terrorisme, de l'internationalité, un avion sans aile, c'est de l'apologie du 11 septembre et tout le temps. Je m'en vais dénoncer tout ça. Merci, Elie Semoun. On va terminer avec Fred et Jamy. Vous serez bientôt de retour dans Esprit Sorcier, une émission comme C'est pas sorcier, mais ce sera pas C'est pas sorcier. Est-ce que vous êtes Charlie ? Dis donc, Jamy, il a raison, le Guy Cobès qui passe à la radio. Est-ce qu'on est Charlie ? Alors, est-ce qu'on est Charlie ? Tout d'abord, être Charlie, cela signifie qu'on soutient la liberté d'expression. Avec cette petite manivelle, pof, 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 la liberté d'expression est soutenue. Et vu que l'on s'exprime par le biais de ce petit moteur à réaction, flip-flap, 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 eh bien, en effet, cela cause une réaction en chaîne, boum, boum, patatrac, qui fait que l'on est Charlie. Mais dis donc, Jamy, mais je sais pas... Mais comment je dois t'appeler si t'es Charlie ? Je suis perdu, Jamy. Eh bien, Fred, il suffit que tu m'appelles Jamy, tout simplement. En effet, être Charlie, ce n'est pas un changement d'état civil comme à la mairie, avec des petits papiers flip-flap, flip-flap, ni un changement d'état solide comme à l'état liquide, glou, 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 mais juste un état d'esprit. Merci, Jamy, je comprends mieux ce que tu veux dire. Et puis entre nous, Fred et Jamy, ça sonne mieux que Fred et Charlie, hein. Merci les gars, quant à moi, je me suis joint à cette émission, au nom de la liberté d'expression, et je félicite tous les élèves de cette école de radio dont j'oublie toujours le nom, et j'en profite aussi pour dire que je suis à la recherche d'un emploi. En tant que chroniqueur imitateur, je suis David Chaban. Au revoir. Merci Ganesh 2. C'est déjà la fin de notre émission. Merci Patrick Pelou d'avoir été présent. Merci à vous. En tout cas, merci à vous. On vous laisse avec Trio, Charlie sur Studek Web. Studek Web, 100% nouveau talent.